Bonjour et bienvenue à l'art du mentaliste. Bonjour David, comment tu vas? Bien, bonjour Ta. Et non, je suis pas David. Ah oui, c'est vrai. Oui, je vous avais dit dans l'épisode précédent que je vais avoir un nouveau co-animateur et je suis ravi de vous annoncer mon nouveau co-animateur de l'art du mentaliste, Alexis Dieu. Bonjour Alexis. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Je suis super content d'être là avec toi, Ta. De même. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, déjà, honte sur eux, mais du coup, rapidement, peux-tu nous raconter qui tu es? Eh bien, du coup, je m'appelle Alexis Dieu. C'est pas un gag, hein, c'est vraiment mon nom de famille, Dieu. Avec un X en plus. On parle de l'humilité du caractère. Plusieurs dieux, effectivement. Pourquoi? Parce que j'ai des frères, en effet. Et en fait, je suis hypnologue et formateur en hypnose. Ça veut dire que je fais de l'hypnose d'accompagnement d'un côté, ça occupe un peu la moitié de mon temps. Donc il y a des clients et des clientes qui viennent me voir pour travailler sur différentes problématiques. On entend parfois le mot hypnothérapie. Et à côté de ça, eh bien, je fais de la formation en hypnose, donc je forme des personnes qui veulent devenir hypnologues. Et je forme aussi aux techniques d'hypnose rapide dans le but de travailler dans de l'hypnose d'accompagnement, donc intégrer les techniques d'hypnose rapide que d'habitude on voit surtout dans le monde du spectacle ou dans l'hypnose de rue. Les techniques qu'on peut voir, comme par exemple les gens qui tombent rapidement d'un seul coup à un claquement de doigts. Exactement, dormez maintenant. C'est ça, qui font la poule, qui dansent partout sur scène, bref, ce genre de technique-là. Ce genre de technique, mais appliquée d'une manière éthique à l'hypnose d'accompagnement, comment on peut en fait utiliser tous les outils qui sont à notre disposition dans le monde de l'hypnose au service de nos clients et nos clientes. Et tu es spécifiquement formateur en hypnose à l'Arche. Et c'est l'endroit d'ailleurs où nous sommes en train de tourner cet épisode-là, l'Académie de recherche et connaissances en hypnose ericksonienne. Exactement, oui. De Paris. Je suis ravi que tu sois, que tu suis cette aventure avec moi de l'art du mentaliste. Alors du coup, comme c'était ton introduction et que tu es hypnologue, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que cet épisode-là tourne autour de l'hypnose. Ok, chouette. Ce qui est intéressant avec l'hypnose, c'est qu'on a vu une grosse évolution ces derniers siècles sur la définition de l'hypnose. En commençant par Mesmer dans le XVIIIe siècle, qui parlait plutôt de chant, de fluide, de magnétisme. Bernheim dans le XXe siècle, qui parlait plutôt de suggestion, c'était la première fois qu'on entendait ce mot-là. Et la plus récente avec Erickson, qui parle d'un état de conscience spécial et de réceptivité supérieure. Pour toi, par rapport à toutes ces définitions-là, déjà, comment tu définirais l'hypnose pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ce que c'est? En fait, effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées dans le monde de l'hypnose ces dernières dizaines d'années, dues en fait aux avancées dans les neurosciences et les connaissances sur la neurophysiologie. Mais je pense que si je devais décrire ce qu'est l'hypnose, j'en parlerai pas dans des termes scientifiques parce que souvent, ça complexifie d'une manière qui rend incompréhensible le sujet, encore plus qu'il ne l'est déjà au départ. Donc du coup, je pense que si je devais donner une définition de l'hypnose aujourd'hui, je dirais que, il y a l'état ordinaire, notre état de base, on pourrait dire, l'état dans lequel on se sent être dans notre état ordinaire. Tu vois, si je te dis là maintenant, est-ce que tu te sens dans ton état ordinaire? Il y a de bonnes chances que tu répondes quelque chose comme oui. Oui, plutôt. Quand je fais des tâches ordinaires dans ma vie quotidienne, quoi, c'est ça? Oui, on pourrait dire ça. En gros, on pourrait se dire que, si je prends une métaphore, quand tu es chez toi, quand tu es dans ton jardin, ça c'est ton état ordinaire. Tu vois, tu vis des choses qui sont des choses habituelles. Donc ta perception de ton corps, elle est habituelle. Ta perception du temps, elle est habituelle. Ta perception de tes souvenirs, ta perception de tes émotions, tout ça c'est plutôt ordinaire. Okay. Mais imaginons que je te déplace, je te prenne depuis chez toi, depuis ta chambre, et que je te mette dans ton jardin, par exemple. Si je te mets dans ton jardin, tu es déjà dans quelque chose d'un petit peu différent. Tu vois, tu as des perceptions qui ne sont pas tout à fait les mêmes que quand tu es dans ta chambre. Parce que je peux sentir de nouvelles odeurs, je suis stimulé à de nouveaux sens. Okay. Oui, et puis tu as moins l'habitude d'être dans ton jardin que dans ta chambre. Oui, ok, d'accord. Et donc du coup, tu es déjà dans un état un peu inhabituel, on pourrait dire. Et maintenant, imaginons que je te prenne et que je te déplace et que je te mette cette fois à l'intérieur, au milieu du désert jordanien. Okay. Là, il y a des chances que tu vives des choses qui sont très différentes parce que oui, des odeurs différentes, des paysages différents, des perceptions différentes, kinesthésiques, etc. Okay. Et donc du coup, on pourrait dire là, ta perception, elle est complètement changée. Eh bien, ma métaphore, c'est de dire que l'hypnose, c'est le moyen de transport qui te permet de te déplacer depuis chez toi à ton jardin ou depuis chez toi au désert jordanien. Ok, donc c'est vraiment cette espèce de changement de perception
j'ai l'impression qu'il y a une perception du monde extérieur, mais aussi une perception du monde intérieur, de nous-mêmes, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est l'idée que notre conscience, elle serait un petit peu divisée en plusieurs dimensions, en plusieurs morceaux. Et ces différents morceaux, c'est les anthropologues, hein, ça nous vient de l'anthropologie en fait, cette connaissance-là. C'est l'idée que ces différents morceaux, ils concernent effectivement des choses extérieures et des choses intérieures. Donc tu vois, des choses extérieures, c'est mes perceptions, visuelles, auditives, kinesthésiques. Puis des choses qui sont intérieures, mes attentes, mes émotions, ma perception du temps, ma perception de mes souvenirs, etc. etc. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, dans cette image-là, peut-être que certaines personnes qui nous écoutent peuvent se dire, oui, mais c'est très différent de ce que j'imagine l'hypnose, parce que s'ils ont vu, par exemple, Mesmer sur scène, ils peuvent se dire, l'hypnose, c'est le truc de je claque dans les doigts et je contrôle les gens. Le mot hypnose, aujourd'hui, est souvent aussi associé à la manipulation, à l'emprise, à la prise de contrôle. Tu peux nous en dire un peu plus de ça? Est-ce que vraiment, c'est, selon toi, l'hypnose, c'est vraiment un truc d'emprise ou de prise de contrôle? Est-ce que selon moi, l'hypnose, c'est de la manipulation? La réponse, elle est évidente. C'est oui, en fait. Bien sûr, l'hypnose, c'est de la manipulation. En fait, ça dépend ce qu'on entend par manipulation, tu vois. Si manipulation, c'est emmener d'un endroit à un autre, alors oui, l'hypnose, c'est totalement de la manipulation, aussi bien qu'une discussion pourrait être de la manipulation. Tu vois, imaginons qu'on ait une discussion et que tu me parles de l'intérêt des soft skills et du mentalisme dans ma vie, par exemple en me donnant un tips, à la fin d'un épisode de podcast, au hasard. Tiens. Et tu vois, ça, je pourrais me dire, c'est de la manipulation. Il m'a emmené depuis l'état mental. Le mentalisme, je connais pas trop, c'est un petit peu un truc sombre qui sert que sur le spectacle. Et que tu m'emmènes à l'idée que, en fait, le mentalisme, ça peut avoir des réelles implications dans ma vie. Ça peut être super utile dans ma vie de tous les jours. Tu m'as manipulé de l'un à l'autre. Donc, tu vois, quand j'ai des clients et des clientes qui me disent, mais j'ai peur que vous manipuliez, je leur réponds, en fait, je vais vous manipuler. Parce que vous me payez pour ça. Votre but, c'est que je vous manipule de l'état aller pas bien, dans quelque chose d'inconfortable, à se sentir mieux, tu vois. Donc ça veut dire que mon but, effectivement, c'est de manipuler la personne. Par contre, je vais partir d'un point de départ qui permet que cette manipulation, elle soit éthique, elle soit morale. Ça veut dire que je vais avoir des outils qui vont permettre de définir un objectif qui est commun entre la personne et moi. Donc tu vois, je ne vais pas la manipuler à me donner son code de carte bleue, par exemple, tu vois. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans cette idée d'emprise, de prise de contrôle, parce que tu vois, aujourd'hui, on en parle pas mal. C'est cette idée que, en fait, un contexte hypnotique, il n'est pas plus propice qu'un contexte où il y aurait, par exemple, une personne qui porte une blouse, par exemple, tu vois, pour créer de la manipulation. Effectivement, il y a un abaissement de ce qu'on appelle le facteur critique. Ça veut dire que il y a un lien de confiance, il y a quelque chose qui fait qu'on va ensemble dans une direction. Tu vois, quand quelqu'un vient me voir, il paye, il s'attend à ce que je lui propose des choses, donc par exemple, que je lui propose de fermer les yeux, tu vois. Mais c'est vraiment un mythe, ce truc-là, qu'une fois les yeux fermés, je pourrais par exemple prendre ton code de carte bleue sans que tu t'en aperçoives, tu vois. Ok, d'accord. En fait, peut-être que je pourrais le faire, mais ce ne serait pas hypnose qui m'aurait permis de le faire. Voilà. Oui, donc si je comprends bien, effectivement, par rapport à la blouse, c'est vrai qu'il y a eu des études qui ont montré que quelqu'un qui porte une blouse et qui a des lunettes et qui a un crayon et qui a un badge avec son prénom. Et en parlant de lunettes, chacun, effectivement, chacun ajoute la probabilité que ce que je suis en train de dire devient crédible. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut faire des choses qui paraissent complètement absurdes quand notre médecin, par exemple, nous demande ça. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que ce n'est pas l'hypnose en soi qui fera que tu peux prendre contrôle, on va dire, de quelqu'un, mais ça va être plutôt d'autres facteurs autour, si j'ai bien compris. Oui, en fait, cette idée de la prise de contrôle ou de la perte de contrôle sous hypnose, pour moi, c'est vraiment un mythe, en fait. Dans le sens que, en fait, toutes les personnes qui ont déjà expérimenté des états modifiés de conscience fortement modifiés, des états d'hypnose très modifiés, de l'hypnose vraiment profonde, savent qu'il n'y a pas une perte de contrôle comme on l'imagine, avec ensuite un hypnotiseur qui peut ouvrir ton cerveau, mettre des idées, refermer la tête et ensuite t'agis comme un automate, quoi. Pas du tout. Alors c'est très marrant parce que, moi je suis complètement de cette même vision-là, mais par contre, effectivement, dans les médias aujourd'hui, quand on voit par exemple des hypnotiseurs de scène comme Mesmer ou d'autres, quand on voit la manière dont l'hypnose est montrée dans les films, on voit une image vraiment de quelqu'un qui joue des ficelles et qui peut faire à n'importe qui, n'importe quoi. Donc comment est-ce que tu donnes une nuance par rapport à ce que l'on peut voir sur scène et dans les médias et par rapport à ce que tu racontes là sur un truc de, en fait c'est une manipulation, où on a un objectif commun? Oui, alors en fait je pense que si on veut faire de la manipulation,
Je pense qu'il est 1000 fois plus intéressant de lire Influence et manipulation de Robert Cialdini plutôt que de faire une formation en hypnose. Je pense qu'on en apprendra bien plus sur la manipulation et qu'on sera beaucoup plus efficace si on veut conduire de manière malhonnête les gens à faire ce qu'on voudrait qu'ils fassent, parfois donc contre leurs intérêts. Parce que c'est ça qu'on entend couramment par manipulation. Ouais. Je te manipule pour te faire faire un truc qui serait contre tes intérêts. Que tu n'as pas envie, absolument. Ouais. Et c'est vraiment cette perte de contrôle-là qui reste régulièrement dans la tête des gens. Et donc dans l'hypnose, je ne pense pas du tout qu'on puisse aller dans cette direction-là. Je pense que dans un contexte d'hypnose, on pourrait y aller, mais que ce qui permettrait de le faire, c'est pas hypnose directement, c'est par exemple le lien de confiance. Et donc ça voudrait dire que les personnes qui se font hypnotiser sur scène et qui font des choses un peu ridicules, ça voudrait donc dire qu'au fond ils veulent faire ces choses-là? Parce que quand on leur pose la question, parfois elles n'ont pas passé un bon moment sur scène. Donc qu'est-ce qui peut expliquer ça alors? Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Moi, je pourrais l'expliquer déjà en commençant par parler du contexte à nouveau. Et là, on a un contexte qui est le contexte du spectacle. Et une fois qu'on est sur scène et qu'on a déjà accepté de monter sur scène, par exemple, on parlait de Robert Cialdini tout à l'heure et des techniques qu'il a présentées. Une des techniques qu'il présente, c'est le pied dans la porte. Oui. Le fait d'accepter de faire une petite action qui va nous conduire à accepter une action un peu plus grande et un peu plus grande et un peu plus grande et un peu plus grande. Et bien déjà, tu vois, dans l'hypnose de spectacle, pour la sélection des volontaires, on leur demande premièrement de peut-être poser leurs affaires, de se mettre dans une position un peu plus confortable. C'est une toute petite demande, hein, mais c'est déjà une demande qui est à accepter. À accepter ça. Et d'ailleurs, si on regarde des spectacles d'hypnose, on voit qu'il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui se disent « bah non, moi j'ai pas envie de participer, je le fais pas ». Et ces personnes-là, elles vont pas monter sur scène. Ensuite, on leur demande quelque chose un petit peu plus grand encore à accepter, un petit peu plus difficile. Maintenant, je vais vous faire un test hypnotique, fixer par exemple ce point, ou alors mettez vos les doigts comme qui ça. collent, etc. Exactement. Ouais. Et ensuite, il va y avoir une sélection. Je vais prendre les sujets et les sujettes qui sont les plus suggestibles à ma manière d'hypnotiser, c'est-à-dire ma manière de faire de l'hypnose de spectacle, quoi. Tu vois, une grosse différence entre l'hypnose d'accompagnement et l'hypnose de spectacle, c'est qu'en hypnose d'accompagnement, on ne choisit pas les personnes qui viennent nous voir. C'est des personnes qui ont une demande, qui veulent travailler sur un objectif. Donc si on veut travailler avec hypnose, eh bien, il va falloir trouver la manière de les hypnotiser, elles, ces personnes-là. Et c'est une manière qui leur est spécifique. Et donc du coup, c'est un travail qui est vraiment en co-construction. Alors que dans le spectacle, je ne veux pas du tout m'adapter aux personnes qui vont monter sur scène. Je veux que les seules personnes qui montent sur scène, ce soient des personnes qui soient déjà adaptées à ma manière de faire de l'hypnose. Parce que j'ai déjà écrit un truc et que j'ai déjà des visuels et des choses que je veux atteindre. Oui, et puis surtout que je veux donner cette impression que j'ai des pouvoirs et que je contrôle les gens. C'est le but du spectacle. En tout cas, c'est le but des spectacles qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, moi je pense que ce serait bien qu'on commence à voir des spectacles qui montrent un petit peu ce que l'hypnose est capable de faire de magnifique en fait. Absolument. Parce que c'est un petit peu dommage, oui, c'est vrai, ça peut être un petit peu rigolo de faire une amnésie du prénom, donner l'impression que la personne elle s'appelle Karine alors que en fait c'est une personne qui s'appelle Georges, tu vois. Qu'elle a oublié le chiffre 7, qu'elle devient une poule, bref, les effets classiques qu'on voit. Ouais. Ça peut être drôle, mais tu vois, du coup ce que je disais, c'est que le contexte du spectacle en lui-même, il est manipulatoire, il est engageant pour la personne. Et une fois que tu es sur scène et que tu as peut-être plusieurs centaines de personnes qui sont en train de te regarder et qui s'attendent à ce que tu suives ce que va te dire l'hypnotiseur ou l'hypnotiseuse, eh bien déjà ça c'est un contexte qui facilite le fait que tu acceptes les suggestions. Tu couples ça avec une personne qui est très suggestible et qui en effet a accepté de monter sur scène et qui en connaît les implications. Parce que les gens qui viennent voir des spectacles d'hypnose, souvent ils ont une idée de ce à quoi c'est censé ressembler, hein, donc ils savent qu'ils ont la possibilité de monter sur scène et de faire des choses qui peut-être sera ridicules, en tout cas vu de l'extérieur comme étant ridicules, et puis peut-être même qu'elles s'y sont préparées en fait, ces personnes. Donc oui, moi je pense que les personnes qui sont volontaires, elles vont accepter de jouer le jeu du spectacle. Par contre, effectivement, ce qui les fait accepter de jouer le jeu, c'est une combinaison de hypnose, contexte de spectacle, qui est très particulier, comme je le disais. Et donc une fois qu'elles sont sur scène, effectivement, peut-être qu'elles peuvent faire des choses auxquelles elles ne s'attendaient pas particulièrement. Et peut-être qu'en ressortant de ce contexte, un contexte qui est complètement différent, où il y a une personne extérieure qui leur dit « mais comment tu t'es senti ?» Peut-être qu'elles peuvent s'être senties un petit peu inconfortables, en effet. Ok, d'accord. Donc quand tu dis jouer le jeu, il y a un peu un truc de « j'accepte le fait de faire des choses, mais je ne suis pas complètement conscient des choses que je vais faire ». C'est un peu ça l'idée? Non, c'est pas je suis pas complètement conscient, c'est que de la même manière que si je t'emmenais par plein de petites actions successives de plus en plus grandes, je pourrais t'emmener à faire quelque chose que peut-être ensuite tu te dirais je suis pas très content en fait d'avoir fait ça. Okay, tu vois, de la même manière que avec cette fameuse technique de je te demande d'abord l'heure, puis ensuite je te fais un cadeau, et puis ensuite tu te sens redevable.
tu vois, mais tu te sens redevable d'une manière un petit peu désagréable. Il y a un exemple d'ailleurs dans Influence et Manipulation, Absolument. un exemple où il y a une personne qui rend un service à une autre personne et ensuite elle lui demande un beaucoup plus gros service, de lui prêter sa voiture. Et cette personne, elle a un gros accident, elle casse la voiture, etc. Et la personne ne se sent pas de faire payer les réparations à la personne qui lui a emprunté sa voiture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette personne, elle sent qu'elle avait une dette parce que, Envers elle. voilà, parce que la première personne lui avait rendu un petit service, tu vois. On fera d'ailleurs un épisode plus tard sur la manipulation, ces techniques-là plus en détail. Et tu vois, il y a quelque chose de désagréable là-dedans. Et pourtant, il n'y a pas hypnose dans cet endroit-là. On ne va pas dire la personne, elle a été hypnotisée parce qu'il n'y a pas eu utilisation de techniques d'hypnose. Ok. Et ben dans le spectacle, il peut un peu y avoir ces trucs-là. À la fois, la personne, elle a accepté, elle est consciente qu'elle a accepté ce truc-là. À la fois, en fait, si on lui demande si elle est contente d'avoir fait ça, elle peut dire non. Donc, tu vois, oui, il y a de la manipulation et oui, il y a hypnose. Est-ce que c'est hypnose qui crée la manipulation ? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Ok, d'accord. Très intéressant. Et je sais que la deuxième question qui me vient, c'est la question du danger de l'hypnose. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent oui, mais si on fait de l'hypnose, est-ce qu'on ne peut pas rester coincé dans cet état-là ? Justement, si tu me manipules pour aller de chez moi au désert du Sahara, est-ce que je ne pourrais pas rester au désert du Sahara et pas savoir le chemin du retour ? À ton avis, une fois que tu es dans le désert du Sahara, tu penses que tu ne sais pas comment faire le chemin du retour ? Moi, je pense que si. Je pense qu'on peut trouver le chemin de retour. Maintenant que tu dis que c'est de la manipulation et qu'on peut pousser une personne petit à petit à agir ça, je me demande est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que justement on soit coincé dans cet état-là. Oui, mais tu vois, là tu parles de manipulation, tu parles plus de hypnose. Donc à la question, est-ce que hypnose pourrait créer un état dans lequel ensuite tu ne peux pas retrouver ton état ordinaire, ça pour moi, ça n'a pas de sens. De la même manière que quand tu as un fou rire, au bout d'un moment, le fou rire s'arrête. Pourquoi ? Parce que l'état de fou rire, c'est un état qui est naturel, tu peux le traverser. Tu vois. Si je prends une autre analogie, je pourrais dire que, tiens, quand tu es en train de regarder un film et que tu as une suspension temporaire de ton incrédulité, et que d'un seul coup tu oublies que tu es dans ta vie, dans un monde réel, et que tu n'es pas les personnages du film. D'un seul coup, tu oublies ça. Et donc, du coup, tu te mets à vivre l'expérience d'être en train de regarder un film et tu as l'impression d'être à l'intérieur du film, de rentrer dans l'histoire. Est-ce que tu as peur qu'au moment du générique, quand le film se termine, qu'il y a écrit fin, de ne pas pouvoir revenir ? Non, c'est vrai que non. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller au cinéma ? Pourtant, c'est un état qui est vachement modifié, tellement modifié, qui t'emmène à vivre des émotions parfois fortes. Ça arrive de pleurer au cinéma, ça arrive d'avoir des fous rires au cinéma, ça arrive d'avoir peur. Donc, c'est des états qui sont forts quand même. Le cinéma, le contexte cinéma, t'emmène à vivre des états comme ça, des états donc très modifiés. Et est-ce qu'à la fin du film, tu as peur de ne pas ressortir de cet état ? Ça, moi, souvent, je vois tout le monde sortir de la salle et discuter du film. Tu vois, tout le monde revient dans son état. Il y a quand même certains films où tu restes coincé un peu dans l'état là-dedans, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Ouais, en fait, c'est une bonne remarque. Oui, il y a quand même certains films où on met un peu plus de temps à ressentir que d'autres. Si ça nous emmène vraiment dans un état qui est fortement décalé, ou alors on n'a pas tant envie que ça d'en ressortir tout de suite, parce qu'il était agréable ce film, il nous a fait réfléchir par exemple, peut-être qu'on a envie de faire perdurer un petit peu l'expérience. Mais tu vois, là je parle de ton envie consciente de faire perdurer l'expérience, de ton envie consciente d'être dans un état modifié et de laisser perdurer un petit peu l'expérience. De là à ensuite pas pouvoir faire une tâche importante, par exemple, tu vois, tu peux être encore à l'intérieur de ton film, par contre tu peux rentrer chez toi en conduisant. Et tu es en sécurité pendant que tu conduis. Autant que tu l'es quand tu conduis dans ta vie de tous les jours, tu vois. Donc, oui, en fait, donc naturellement, on a aussi cette capacité-là à ressortir de cet état-là. Oui, de la même manière qu'on a cette capacité à y entrer, tous et toutes. Tu parlais de l'idée de réceptivité. Ouais. On a tous et toutes cette capacité à en ressortir. Cette capacité. Ce qui est beau en soi, je trouve. Ouais. Quand on peut tous y faire. Du coup, par curiosité, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire de l'hypnose et que ce soit d'un point de vue hypnothérapeutique ou même de la formation ? C'est assez drôle parce que je viens du monde de la magie à la base. Ah, un point commun. Et c'est pour ça que du coup, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses en lien entre moi et Alexis dans les prochains épisodes. Dans l'idée, à un moment, je me suis mis à m'intéresser à la magie des cartes. L'hypnose, ça m'a toujours intéressé, ça me fascinait un petit peu ce truc-là, mais j'avais en tête tous les clichés que tout le monde a en fait. Donc peut-être même en pire en fait, j'aime bien dire ça. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais rencontré une personne qui était plus sceptique que moi je l'étais avant d'en faire. Ah waouh. Donc du coup, souvent je peux avoir pas mal d'arguments qui viennent un petit peu parler d'hypnose, quoi. Donc je faisais de la magie et de la magie des cartes. Et puis à un moment, j'ai vu dans une vidéo de magie
un hypnotiseur hypnotisait un magicien que je connaissais bien. C'est un magicien qui n'avait pas trop sa langue dans sa poche, il aimait bien dire ce qu'il pensait. Ok. Je me rappelle d'ailleurs, c'était un moment où il y avait pas mal de personnes qui disaient est-ce que la magie c'est de l'art? Et donc, tu vois, les magiciens en général, ils veulent répondre oui, parce que ça a l'air d'être plutôt noble, plutôt cool. Ouais. Et lui disait non, la magie, moi je pense que c'est pas de l'art, parce que ça. Ok. Tu vois, donc je trouvais qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche. Et je l'aimais bien, et en fait, dans une vidéo, je le vois se faire hypnotiser. Et donc, je vois quelqu'un lui faire le fameux test des doigts collés, tu vois, où il a les doigts qui sont collés, et il ne peut plus les décoller, et puis à un moment, il y a un dehors, et puis là, il est en Et transe. ok. Ouais. Et je me dis, mais pourquoi il accepte de faire semblant? Ça n'a aucun sens, quoi, en fait. Qu'est-ce qui le pousse à faire semblant? Ce mec qui, d'habitude, est super authentique, super entier, en fait. Et donc, je me mets à regarder plein de vidéos, et je vois plein de gens qui se font hypnotiser. Et je me dis, mais pourquoi autant de gens acceptent de faire semblant, tu vois? Tu vois, je me dis pas, ça veut dire que ça existe en regardant plein de C'est des spectacles. intermittents, ils ont besoin de leur cachet. Écoute, Bah ouais, bah tu vois, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, il y a forcément un forum perdu sur Internet où je vais trouver quelqu'un qui dit, j'avoue, je suis comédien. Et en fait, on m'a payé, on m'a donné 20 €, tu vois, pour que j'accepte de faire semblant sur scène pendant 1 heure. Voilà, j'avoue. Bah, je me renseigne beaucoup. Je regarde ce truc-là et j'en vois pas des endroits où on dit ça. Et donc, je commence à me dire, bah, peut-être que ça existe l'hypnose. Parce qu'à ce moment-là, j'ai 15 ans, j'en parle à ma mère. Et elle me dit, tu sais, ce mec-là, dans notre famille, il est hypnotiseur, il est hypnothérapeute. Et là, je me dis, bah, c'est génial, je vais l'appeler. Et donc, on se téléphone, il habite loin de chez moi, donc d'ailleurs, je ne l'ai pas revu en présentiel depuis ce moment-là. Ah wow, donc, depuis que j'ai 15 ans, je ne l'ai pas revu en présentiel, mais on s'est beaucoup téléphoné. On a passé des heures au téléphone à discuter d'hypnose, où il m'a appris un petit peu tout ce qu'il savait, en fait, sur ce truc-là. Et surtout, il m'a donné envie. Il m'a donné envie de le pratiquer. Je l'ai pratiqué très rapidement, et je pense qu'en plus, j'ai eu de la chance parce que les personnes sur lesquelles je l'ai pratiqué au tout début, elles étaient super suggestibles. Donc ça marchait super bien dès le début. Ça m'a mis en confiance, j'ai vu à quel point c'était génial. Mais tu vois, au début, j'avais toujours le doute en fait de est-ce que ces personnes se moquent pas de moi ? Elles font semblant, ouais. Je me rappelle la toute première fois que j'ai hypnotisé quelqu'un, j'avais regardé une vidéo d'hypnose en anglais où il y avait justement ce truc-là des mains collées et des doigts collés. Et donc je la traduis avec Google Traduction un petit peu, tu vois, dans un anglais totalement approximatif. Et donc du coup, j'écris sur un petit bout de papier une traduction française de ce test-là des doigts collés. Puis je vais voir un ami, on est au CDI à ce moment-là, bah, du coup je suis fin de collège, début lycée. Et en fait, je suis en train du coup de lui dire vas-y, j'ai découvert un truc, c'est l'hypnose, je vais t'hypnotiser. Et je lui lis, tu vois, je le connais même pas par cœur, je lui lis. Tu sors le bout de papier, je sors le bout de papier. J'adore. Et sauf qu'en fait, il est ultra suggestible. Et il réagit ultra bien à ce que je lui propose, et ses doigts sont collés. Et je sais pas si vous avez déjà vu, mais dans les spectacles, les gens qui sont ultra suggestibles, des fois ça arrive, qu'on dirait que c'est normal pour eux de vivre les effets qui sont un peu extraordinaires. Absolument. Et du coup, il me regarde comme ça, il me fait bah, j'arrive pas à décoller mes doigts. Tu vois, mais en mode normal. Et comme c'est un bon ami, moi je me dis qu'il se fout de moi, que c'est forcément. Oui, qu'il déconne, qu'il abuse. Complètement. Et du coup, je lui dis non, mais vraiment, essaye. Et il essaye de toutes ses forces et il n'arrive pas à décoller les mains. Et ensemble, on a un fou rire, quoi, parce qu'on trouve ça extraordinaire. Et là, moi, à ce moment-là, je me dis mais c'est génial en fait. Là, il se passe quelque chose. Il y a une part de lui qui accepte de vivre une expérience très modifiée. Et une autre part de lui qui est en train de se donner l'impression que c'est réel, quoi. Que c'est réel. Et donc du coup, je me dis, bah, tiens, peut-être que la réalité, elle n'est pas si objective que ça, tu vois, à ce moment-là. Et c'est là où du coup, ça te donne envie de creuser ça. Bah, surtout qu'à ce moment-là, je sais déjà que du coup, l'hypnose, ça peut permettre, bien sûr, de faire des choses super fun, super ludiques, super puissantes, mais super puissantes aussi d'un point de vue accompagnement, d'un point de vue thérapie, d'un point de vue atteinte d'objectifs, puisque mon mentor, il est hypnotiseur et il fait de l'hypnose d'accompagnement. Ok. Et donc du coup, bah, je sais que dès le début, que je peux utiliser cet outil qui est génial et qui est extrêmement puissant pour l'accompagnement. Donc au début, j'ai commencé par l'hypnose de rue, j'ai fait quelques spectacles sur scène, comme Mesmer en fait, comme tu disais. C'est de là d'où me vient mon expérience en hypnose de spectacle. Et je sais dès le début que je veux faire de l'hypnose d'accompagnement parce que ça a plus de sens pour moi. Oui, pour toi, ton objectif, c'était quand même d'aider les gens pour réussir à avancer. Bon, super. Eh ben, ravi de te retrouver toutes les semaines à l'Art du Mentaliste. Ça me fait très plaisir. Également. Et du coup, pour terminer cet épisode, aurais-tu un petit tips pour nos éditeurs auditrices ? Ah, un petit tips. Alors, moi, je compare souvent hypnose et méditation dans le sens que, on pourrait dire que hypnose, c'est de la connaissance, des techniques et des états qui sont modifiés.
Et donc la méditation, ça conduit à un état qui est modifié. De ce point de vue-là, on pourrait presque considérer que méditation, c'est une forme d'auto-hypnose finalement, tu vois, puisque c'est auto-induit la méditation. Et donc, moi, ma proposition, c'est déjà un premier tips sur les personnes qui veulent méditer. Tu vois, la méditation, on pourrait dire, c'est ultra simple. Laisse passer les pensées. Ne cherche pas particulièrement à enlever les pensées, laisse-les venir. Et si tu as l'impression qu'il y a des pensées qui t'assaillent, laisse les pensées être là. Tu vois, il y a des personnes qui, par exemple, pensent que le but, c'est d'avoir aucune pensée. Non, le but, c'est que quand les pensées viennent, c'est ok, viennent, en fait. Tu les laisses venir. Donc déjà, ça c'est un premier tip. Si on veut pratiquer une forme d'auto-hypnose, c'est fermer les yeux, par exemple, et se concentrer sur l'air qu'on inspire par les narines. Et se concentrer juste sur la sensation de l'air qui passe par les narines quand on inspire et quand on expire. Juste sur cette sensation-là. Et puis, parfois, ça va nous emmener à un état où il n'y a plus que ça qui est présent à l'esprit. Et puis, parfois, il y aura des pensées. Eh bien, qu'il y ait des pensées ou qu'on arrive à avoir ce moment-là, c'est très bien. Et quand on arrive à ce truc-là, ça crée un état qui est apaisant. On pourrait aussi donner des techniques de respiration qui modifient l'état de conscience, qui modifient même l'état de conscience de manière physiologique. Tu vois, par exemple, la cohérence cardiaque, c'est étudié scientifiquement, c'est très utile dans le domaine du sport, par exemple. C'est très utile dans le monde de la santé. J'invite tout le monde à pratiquer la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, le chiffre magique, c'est 5. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes par le nez pendant 5 minutes. Ça baisse de manière fulgurante les niveaux de stress et d'anxiété. Et on pourrait dire que c'est une forme de création d'un état modifié de conscience, c'est une forme d'auto-hypnose en fait. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez envie de découvrir l'hypnose... Alexis Dieu pourquoi pas, venez me voir, moi je consulte justement à l'Arche et en visio, donc partout dans le monde. Mais même au-delà de venir me voir moi, allez voir quelqu'un. Si vous voulez découvrir l'hypnose, le meilleur moyen, c'est d'aller voir un hypno d'accompagnement et lui dire, moi en fait je veux juste découvrir l'hypnose, je n'ai pas particulièrement d'objectif. Ça sera une meilleure manière de connaître l'hypnose que d'aller voir un spectacle, je pense. Aller voir aussi un spectacle, c'est chouette d'avoir les deux visions. Et d'expérimenter les deux points de vue. Exactement, ouais. Soyez curieux, curieuse. C'est quand même un outil qui est magnifique. Super, merci beaucoup Alexis. Merci à toi, Tara. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de détection de mensonges. Détection du mensonge, ça c'est intéressant. Carrément, ça va être très relié au mentalisme. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.